En direct du plateau du Téléthon 85. Il n'y a une seule chose à dire aujourd'hui, ce soir, c'est 36, 37. Et j'ai l'immense plaisir d'animer le plateau artistique qui malheureusement n'est pas en direct cette année, mais avec un peu de chance et avec toute l'équipe technique, on a réussi à faire en sorte d'avoir des images des artistes qui passaient aujourd'hui tout au long de la journée, et je les en remercie. D'ailleurs, je vois qu'il y a du monde ici autour sur le plateau. Je vous propose d'applaudir toute l'équipe technique. Allez, on les applaudit. On fait un petit effort. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Voilà. Alors, je vous parlais merci mon petit Michel, j'ai entendu qu'il avait applaudi. Je vous parlais du plateau artistique et à mes côtés, il y a une artiste qui a tout déchiré, chanteuse du groupe Backer Club. Bakery Club. Bakery Club, attention. Toujours le attention. Comme tout à l'heure. Attention, Bakery Club. Bakery Club, Aline. Voilà. Alors, Aline, tu m'as expliqué hors antenne que toi-même, du coup, ça a fait sens de venir chanter pour le Téléthon. Ouais. Parce que toi-même, franchement, j'ai perdu le fil avec tout le nombre de maladies. Oui, c'est pas méchant. Hein, mon cas est compliqué. Tu traverses quand même. Et ça fait depuis combien de temps que on t'a diagnostiqué les premiers problèmes? C'est depuis plus jeune ou c'est... Ah oui, en fait, j'ai eu un diagnostic très tardif de la maladie de Crohn, alors que j'ai eu ma première crise à 18 ans. 18 ans, donc en fait, là, tu as vécu... Ça veut dire que pendant 18 ans, tu as vécu des douleurs inexpliquées? Non, à 18 ans, j'ai fait une crise de Crohn. Et c'est une maladie intestinale. Hein. Et donc, j'ai été en errance médicale pendant 15 ans. 15 ans avant les... donc, c'est à 18 ans. C'est à 18 ans, là, tu as eu ta crise. Ouais. Mais tout ce temps-là, ils ne savaient pas diagnostiquer avant que ça allait t'arriver? C'est que j'ai vu personne. Je me suis dit, j'ai mal au ventre. Tu t'es pas inquiété plus que ça? T'as pas forcément... Et à 18 ans, comment? Donc ça se manifeste comment, ce type de crise? Pardon. La maladie de Crohn, il y a du son? J'ai pas l'impression. Il n'y a plus de batterie sur le... Et donc, oui, tu me disais, excuse-moi. La maladie de Crohn. Oui. Ouais, en quoi ça consiste? Comment ça se manifeste? Quels sont les premiers symptômes? Alors, c'est des douleurs. Ça commence par les intestins qui... comment expliquer? C'est vraiment extrêmement douloureux. Il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes du côlon irritable, de l'intestin irritable. Ouais, okay. Est-ce que tu connais? Ça me dit quelque chose, mais j'ai la chance de ne pas en souffrir. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça peut ressembler à ça. Non, Crohn, c'est beaucoup plus douloureux, ça n'a rien à voir. Quoi. Ouais. Donc, tu as commencé avec cette maladie-là, et après, comment ça s'est empiré? Parce que tu m'as parlé de 7 maladies quand même. Hein. Ouais, en fait, j'ai commencé à avoir les symptômes de la maladie de Crohn, mais c'est celle qui a été diagnostiquée le plus tard. Ok. Voilà. Ensuite, j'ai eu la maladie de Verneuil. Ok. J'ai eu ma première crise et ma première grosse opération. C'est une maladie dermatologique qui va toucher tous les plis du corps. Et il y a plusieurs stades dans cette maladie. C'est une maladie qui touche 1% de la population, surtout par honte d'en parler, puisque ce sont des abcès. Ouais, on va faire ça, je crois. Ce sont des abcès qui vont venir se loger dans toutes les zones de plis. Moi, j'ai eu un stade 3, donc le stade le plus grave de la maladie. Ouais, c'est-à-dire 15 à 20 crises de Verneuil par mois. Il est en vert, hein, pourtant. Non, mais t'inquiète pas, continue à nous expliquer, c'est pas grave. Ouais. Ok, donc du coup, la maladie de Verneuil, d'ailleurs, j'ai fait un article sur Ouest France avec eux pendant les journées, justement. Il y a une journée pour la maladie de Verneuil dédiée.
On va y arriver. Forcément, Non. le bleu. C'est une bonne couleur, le bleu. Ouais. Ouais, donc tu me disais par rapport à la maladie de Verneuil, excuse-moi. Maladie de Verneuil, ouais, c'est une maladie honteuse, donc on en parle peu. Beaucoup de gens sont touchés, pensent qu'ils ont des poils incarnés et qui se retrouvent avec des abcès sur le corps à répétition, comprennent pas trop pourquoi. Il y a des gens qui ont un tout petit stade, donc ça peut passer pour des poils incarnés, c'est pas douloureux, c'est vivable. Pour quelque chose de gérable. Ouais. Voilà, Mais toi, tu c'est étais ça. quand même à un stade avancé. Alors, on peut être en stade 1, c'est-à-dire le plus mineur, mais être gravement malade. Et toi, tu étais déjà à un stade... Moi, j'étais au début en stade 1, mais avec 15 crises par mois et des crises qui avaient la taille d'une orange. C'est-à-dire des abcès de la taille d'une orange, situés sous les aisselles, dans l'aine, sur les fesses, sous les fesses. J'en ai déjà eu au visage également, c'est assez rare, mais j'en ai eu. D'ailleurs, j'ai fait un shooting photo sur les cicatrices de la maladie de Verneuil, parce qu'il est important de comprendre que sous les vêtements, ça laisse des traces qui sont bien visibles et qu'il faut l'assumer dans sa vie. Sauf que comme mes spécialistes sont à la retraite, j'ai plus personne. Donc elle me donne le minimum en étant en crise. C'est-à-dire que je passe mon temps dans mon lit et je n'ai plus de vie. Grâce à elle. Et là, par rapport aux structures ou je sais pas, à tout ce qui peut être, est-ce qu'il y a des personnes donc, qui peuvent t'accompagner pour trouver des médecins ou pas du tout? Est-ce que tu as des structures d'accompagnement? Je viens de trouver une personne formidable qui est un professionnel justement de la gestion de la douleur. C'est le docteur Nizar sur Nantes, l'ANEC plus exactement, qui lui est vraiment quelqu'un d'humain à l'écoute, qui comprend ce qu'est la douleur, qui n'est pas dans un jugement. Je vois la différence entre ce monsieur, je fais des cures de kétamine depuis peu pour pouvoir vivre sans médicaments. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas trop rêver, mais le moins possible en tout cas. Et vraiment, il est formidable. Il est formidable. Et ils ont envoyé des courriers pour que je sois aiguillée sur des circuits. Mais les rendez-vous sont dans 1 an, dans 2 ans. Ouais, voilà, ça traîne quand même pas mal, quoi. Il faut des années. C'est-à-dire que là, j'ai besoin en urgence de changer d'entité nef puisque toutes mes maladies se réveillent. C'est-à-dire que j'étais sur un médicament qui me permettait de vivre. Et là, ça fait 1 an et demi que je ne peux plus m'occuper de mes enfants, que je ne peux plus sortir avec mes enfants, que je ne peux plus porter mon bébé. Je n'ai jamais pu porter mon bébé par assise. Comprenez? Elles ont quel âge tes enfants? Alors, donc j'ai Gabrielle, qui elle est affectée par mes problèmes de santé, qui a 16 ans, 17 ans cet été. Ah ouais, donc c'est une ado. Ouais. C'est une ado et elle a eu sa maman la plus en forme. C'est elle qui m'a eu le plus en forme. Voilà. Elle m'a eu en sortie, en pump it up, à danser sur les Disney. Voilà, elle n'a pas eu la même enfance que ses petites sœurs. J'ai eu d'une autre union Natacha qui a 10 ans, Lila qui a 8 ans. Et j'ai eu un bébé surprise à 41 ans. Oh. Donc j'ai ma petite Roxane qui a 18 mois. Oh, elle est toute petite, oui, c'est tout récent. Oui. Donc du coup, tu me disais quand même que les grossesses pouvaient aussi impacter terriblement. Voilà, l'évolution des 7 maladies. Là, j'ai vécu par exemple un exemple dramatique de maltraitance médicale. Vous allez voir que c'est assez horrible d'ailleurs. En fait, les douleurs étaient tellement fortes qu'au centre antidouleur, ils m'ont posé ce qu'on appelle un PICC line de morphine. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un PICC line de morphine, c'est en fait, on va venir ici dans la voie veineuse. Alors attendez, hop, coca. Ici, en fait, on l'introduit dans la plus grosse qu'on puisse trouver, d'accord? Ouais. Et cette veine, en fait, elle va jusqu'au cœur. On passe le cathé sous l'omoplate et on fait aller passer la morphine dans le cœur, dans la valve, d'accord?
Donc ça, c'est pour pouvoir faire en sorte de fonctionner avec le moins de douleur possible, sachant que quand on est enceinte et qu'on a des maladies j'ai perdu le mot. Articulaire. Articulaire, ouais, exact. C'est fortement difficile. Le bassin qui change, les côtes qui s'écartent, etc., etc. Il y a de la place pour le bébé le corps nécessite de la place pour le bébé. Exact. Bon, la place est un petit peu déjà faite, mais mais quand même, ça a été une grossesse très difficile dans la douleur. On m'a dit qu'il n'y aurait absolument aucun risque pour ma fille avec ce système et ce médicament. Et 3 semaines avant l'accouchement, on m'apprend que ma fille va devoir être en espace kangourou à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, c'est-à-dire l'espace pour des enfants en sevrage. Oh. C'est-à-dire que un bébé ce qu'on t'avait prescrit a atteint le bébé en fait. Exactement. Je l'ai découvert 3 semaines avant la naissance. Et là-bas, en fait, je me suis renseignée sur le sevrage et sur ce qui est préconisé. Ce qui est préconisé, c'est pas de lumière, du pot à pot et la tétée. En fait, pour pouvoir continuer à lui administrer des médicaments, mais en forte baisse de dose. Oui, on sevre au fur et à mesure. C'est un sevrage par principe de diminution. Hein. Et en fait, en sevrant la maman en même temps et en enlevant le cathéter le plus vite possible. Voilà. Et ensuite, en passant au biberon. Voilà. Ça m'a été interdit, puis autorisé, puis interdit. Puis, quand je n'avais plus de lait, on m'a fait tirer mon lait 3 jours et 3 nuits entières, toutes les demi-heures, pour, au bout de 3 jours, m'interdire de donner mon lait. Un bébé... on sent comme un manque de... Alors, communication, c'est léger, mais de même discernement, d'intelligence, d'humanité. Ouais. Il y a un manque de tout. C'est-à-dire qu'il y a un manque de formation en psychologie pour ces personnes, parce que clairement, les équipes... D'ailleurs, j'ai une ancienne droguée qui a arrêté parce qu'elle était enceinte. On lui a enlevé son bébé en lui faisant croire qu'on allait lui rendre. Et ils ont poussé le bébé à prendre des médicaments et de la morphine pendant des semaines, alors que ça peut créer des gros problèmes au niveau du cerveau du bébé. D'accord. Vous comprenez ? Ouais. Donc en fait, il se passe des choses très graves, mais c'est nous les méchants. Ah ouais. Et après, est-ce qu'il y a des associations la question, elle reste la même, parce que moi, ce que je me demande, et je pense que les spectateurs se demandent aussi, c'est dans quelle mesure... Donc, il y a des manquements qui sont clairs et visibles, en tout cas, du moins, dans ce qu'on est en train d'énumérer là. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des associations qui peuvent accompagner des personnes qui font face à des injustices ou des incohérences au niveau de la prise en charge. C'est censé ? Normalement, au niveau des assistantes sociales ou des structures externes, même si, imaginons, en dehors des hôpitaux, il y a sûrement des accompagnements. Dans les hôpitaux, déjà, il y a des associations de patients, au cas où il y a des litiges. Il faut savoir que moi, j'ai essayé de les appeler une 50aine de fois, ils ne m'ont jamais répondu, jamais. Il y a une neurologue qui est complètement en faute sur mon dossier. Comme je l'ai raconté en off tout à l'heure, j'ai dû trouver seule ma maladie neurologique, qui est une cousine de la CEP. Elle dit à tout le monde qu'elle a eu au téléphone le professeur qui m'a diagnostiqué et qui dit que j'ai rien. Et j'ai des mails qui disent... Et comment tu as su du coup acter ta maladie ? Parce que j'ai des mails de ce docteur qui disent que je l'ai. Et à partir de là, comment ça se passe ? Quelles sont les démarches à entreprendre pour que, par exemple, au niveau de la sécurité sociale, effectivement, elle puisse dire, mais madame, effectivement, donc malgré tout, les mails sont valides. Quelles sont les démarches que tu as dû faire pour... Alors, les démarches. En fait, moi, c'est auprès de la CPAM, j'ai pas fait de démarche. Je ne voulais pas être handicapée. J'ai toujours refusé d'être handicapée. Pour moi, il fallait travailler. Ça a toujours été quelque chose de fondamental.
Et mon boulot a toujours été au-delà de mon boulot, c'est ma vie. Donc, ça fait 2 ans. Et donc tu travailles dans? Je travaille plus. Oui, mais tu travaillais, tu as été? J'étais psychothérapeute. D'accord. J'ai formé en EMDR, donc en traitement des chocs traumatiques sévères, et en thérapie cognitive et comportementale. D'accord, ouais. Donc, ouais. Oui, tu décides vite quand il y a une personne chez l'interlocuteur, je pense. En fait, le truc, c'est que quand j'arrive avec les médecins, ce qu'ils me reprochent souvent, c'est d'avoir trop de connaissances. J'ai trop de connaissances sur mes maladies. Donc, est-ce que c'est vrai? Bah oui, je pense qu'à partir du moment où tu arrives toi-même et que tu as posé un diagnostic sans être passé par le schéma classique sauf de l'analyse du médecin. Sauf que j'ai toutes les photos des symptômes, j'ai toutes les preuves en vidéo, et surtout, j'ai le document de ce médecin qui dit qu'en effet... Et donc là, concrètement, tu n'as pas trouvé de structure ou d'accompagnement ou de cellules pour que cette neurologue soit punie de ce qu'elle m'a dit, ou en tout cas pour t'accompagner dans une démarche de ce que tu es en train de... de réparation. De réparation, dans une démarche de dénonciation. Ou, si vous saviez le nombre de patients qui entendent des années, c'est dans votre tête. J'ai pas entendu qui a qui quoi? Si vous saviez le nombre de patients qui, pendant des années, entendent « c'est dans votre tête », ouais, c'est ça. C'est que c'est tellement courant, c'est tellement fréquent que nous, sur les groupes de patients, on se marre. On se marre tout le temps. Parce que, en fait, on l'a tous vécu. Et le minimum, c'est du 8 ans, 10 ans, 15 ans. Avant de se dire, effectivement, cette même neurologue qui m'a dit, quand j'ai perdu mes jambes, je te soignerai quand tu seras un légume. Elle a envoyé une dame en hôpital psychiatrique alors qu'elle faisait un syndrome pyramidal qui allait lui ôter la vie. Un syndrome pyramidal. C'est quoi? Alors, pour le coup, c'est quelque chose que je ne connais pas. Ça ne fait pas partie de mes maladies. C'est quelqu'un que j'ai eu à rencontrer. Et cette femme, en fait, avait un handicap extrêmement lourd de marche, de diction. Tous les mouvements étaient quasiment impossibles. Oui, et donc on a dit que c'était... dans sa tête. Fibromyalgie. Ouais, donc quand même en fait, si on résume un peu, parce qu'il faut quand même aller dans une analyse, moi je suis très optimiste comme Nana, hein, donc il faut essayer de... Donc là, après on a énuméré quand même un grand nombre de problèmes. Et je pense que si on devait, entre guillemets, essayer de tirer des leçons de notre échange, est-ce que ça ne serait pas, justement, on en parlait en off, ce côté où il faudrait peut-être sensibiliser à l'existence de ces maladies qui ne sont pas que... Il n'y a pas que la CEP. C'est pas la tête. Il n'y a pas que la CEP, déjà. Ouais. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a névrite optique, pour eux, c'est la CEP et rien d'autre. La CEP, la sclérose en plaques, pardon. Donc pour eux, le neuro B7, elle n'a jamais regardé ma bouche, cette dame. En fait, il y a on en parlait en off, c'est une espèce de méconnaissance, de manque de connaissances sur certaines choses, alors que certaines maladies... Absolument pas. Cette dame avait les connaissances, puisque lorsque je lui ai cité les symptômes qu'elle n'a jamais auscultés chez moi, elle m'a regardée, elle m'a dit « vous avez un neuro B7 ». Elle s'est mise comme ça au fond de son siège. Je lui ai dit du coup on fait quoi maintenant, comment on traite? Et là elle m'a regardée et elle m'a dit « trouvez quelqu'un pour vous diagnostiquer et je vous soignerai le jour où vous serez un légume ». Et au-delà de là maintenant, est-ce que tu... pour me diagnostiquer. Et parce que quand même dans la narration un petit peu de tout ce que tu as traversé, est-ce que tu as trouvé même quelqu'un, même un thérapeute pour tout simplement arriver, puisque ça a été ton métier aussi, je pense, donc de pouvoir, une personne adéquate pour pouvoir, parce qu'il y a quand même besoin d'accompagnement pour tout ce que...
pour faire face à tout ça, est-ce que tu as pu trouver des accompagnements, Oui. un accompagnement thérapeutique Oui. sur justement ces portes fermées, sur cette maltraitance aussi, on va Et puis dire. il y a des médecins rois, attention, hein. Il y a vraiment un syndrome du roi qui se pose et qui fait que tout le Un syndrome monde... du quoi? Le syndrome du roi, Ok, oui. d'accord? C'est-à-dire que le syndrome de Dieu, en vérité. C'est comme ça qu'on l'appelle, d'accord? Moi, je l'appelle le syndrome du roi, je le trouve plus marrant. Mais le syndrome de Dieu, c'est reconnu. Beaucoup de médecins en sont atteints. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont raison, tu as tort, tu fermes ta gueule. Je pense que mine de rien, dans le témoignage que tu nous apportes, je pense que tu n'es pas la seule et que c'est important. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On est extrêmement nombreux à vivre ça, je vous le dis. Et en fait, je crois qu'il faut surtout parler de ça. Il faut que les choses changent. Il faut qu'on ait Que ce soit plus un tabou, soit plus un tabou de dire parce que qu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là. J'ai été plusieurs dysfonctionnements. Ouais, mais il y a heureusement des médecins formidables. Franchement, je vous le dis, j'ai des médecins formidables. Il y en a. Il faut les trouver. Donc, en fait, véritablement, quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas compétent, ne cherchez pas. Jamais cette personne vous dira « je ne suis pas compétente pour cette situation ». Elle préférera vous dire « vous n'avez rien ». Donc, l'idée, c'est quelque part aussi aller voir ailleurs. S'écouter instinctivement. Exactement. Si la communication sur une pathologie, sur quelque chose symptomatique qui nous paraît pas normal et qui perdure dans le temps n'a pas été écoutée, l'idée finalement c'est de s'écouter et de pouvoir prendre conseil auprès de personnes qui sont enclins. Je vais vous donner un exemple vraiment stupide, de base. Tout le monde peut comprendre ça. La spondylarthrite, donc une de mes maladies, normalement, elle ne se voit jamais à la radio. Le jour où elle se voit à la radio, c'est qu'elle a atteint un degré de gravité extrême. D'accord? Chez moi, ça fait 6 ans qu'elle se voit à la radio. Donc j'ai un taux de gravité extrême de spondylarthrite. Et on m'a collé une nouvelle rhumatologue. Place de mon super docteur Berthelot, à qui je pense très fort. Et cette dame m'a dit qu'elle ne me soignerait pas parce que je n'ai à ce jour qu'une atteinte du bassin et de la colonne vertébrale et que ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu as su trouver quelqu'un d'autre du coup pour se soigner à ce niveau-là? Eh bien du coup, mon médecin de la douleur est un rhumatologue, mais là, ça ne fait plus partie de ses fonctions. Donc je vais changer complètement d'équipe. Et je le rappelle aussi aux personnes qui sont derrière, qui nous regardent, tu m'as expliqué aussi que à partir du moment où tu as vu ce médecin-là, qu'il est en train de t'aider justement pour que tu puisses être rentré dans ailleurs, mais tu m'as expliqué que les délais sont extrêmement longs. Oui, alors par exemple, ma dermatologue qui me suit depuis des années, j'ai envoyé des photos, je ne sais pas si vous voulez les voir, hein, mais c'est une boucherie. J'ai rendez-vous dans 1 an et demi. Mais dans 1 an et demi, j'en aurais plus besoin de son aide, en fait. Vous comprenez? Oui, non, c'est ça. Je pense que c'est... Alors j'ai juste besoin d'une ordonnance d'anti-TNF parce que mes anti-TNF ne fonctionnent plus. C'est tout. C'est aussi con que ça. Et il n'y a vraiment pas de médecin qui se dit tout bêtement, on a aujourd'hui une personne... En fait, je suis un cas qui est tellement rare, avec 7 maladies qui s'empilent, que le dossier est tellement lourd que je crois qu'il préfère... T'es un peu comme le chat noir de la maladie. Exactement. Ton dossier arrive chez le docteur, il fait je suis le patient dont on veut pas. Il sait pas par où commencer. Satanas, casse-toi en fait. C'est trop compliqué à gérer. Et surtout, je suis trop dangereuse. Parce qu'en fait, mes maladies, chaque traitement ne va pas avec l'autre. Donc, il y a une erreur de fait, je meurs. Attention. Je comprends. Donc, c'est très... c'est compliqué pour eux aussi, et je le comprends, que du coup, ce risque-là, ils n'ont pas envie de le prendre. Mais il y a vraiment des médecins très bienveillants, et des psychologues, des thérapeutes, extrêmement bien formés, formidables.
et qui peuvent nous permettre aussi de s'alléger émotionnellement. C'est ça. Ouais. Alors, on va passer sur le mot de la fin, parce qu'on me fait signe qu'il faut qu'on... il est un peu tard. Bah oui, il y a encore un groupe, et puis il y a encore des témoignages de l'équipe du Téléthon. Ouais. On rappelle aux auditeurs, aux spectateurs, le 36-37. J'aimerais bien quand même, Aline, que tu aies un message de fin pour clôturer, mais qui serait aussi... parce que, je ne te demande pas d'être positif, tu l'es ou tu l'es pas, c'est ton message de fin. Ce que je me dis, c'est qu'il y a peut-être derrière l'écran des gens chez eux qui t'ont écouté, qui ont pu se reconnaître. Qui se sont reconnus. Voilà, et je me demande si tu pourrais pas justement avoir un message, j'ai un message d'encouragement. J'ai un message. Et pas de négativité. J'ai un message. Vas-y. Je suis actuellement en train d'écrire un livre sur les violences médicales parce qu'il faut qu'on en parle, parce qu'on peut le gérer. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de subir ça. Ouais. Et aujourd'hui, pardon, coca, c'est les ganglions. Pas de souci. Bah oui, tu m'as fait sentir, c'est pas des ganglions que tu as, c'est des tartines, c'est des épaisseurs. Hier, j'avais plus de voix. J'ai jamais vu ça, c'est un truc de ouf. Alors, en même temps, cette maladie, j'ai envie de te dire, le chant, ça porte. Tu m'as dit un rhume, c'est plus un rhume, c'est une croix, une bannière. Donc, tu es en train d'écrire un livre. Tu es en train d'écrire un livre sur les... Je suis en train d'écrire un livre sur les témoignages de maltraitance médicale. Donc, mon message, c'est que je sais que toutes les personnes qui sont atteintes de pathologies rares ou graves vivent de la maltraitance médicale. Tous. Il y a des... ça peut être compliqué, ça peut être très compliqué, effectivement. Donc, je vais vous demander, le message c'est ça, c'est de demander peut-être à l'équipe ici du Téléthon, mon numéro de téléphone. On pourra communiquer ou mon mail. Je pense que les gens... J'ai le droit de donner mon mail ? Non. Non. Parce qu'en fait, je récupère les témoignages pour finir d'écrire le livre, il est bientôt fini. Et je veux que ce soit une bombe, mais une bombe positive. Ce qui va se passer, c'est que si des personnes veulent te contacter, ils le feront, ils le feront via l'équipe et ça t'inquiète pas, mais je pense que c'est plus sage de ne pas la communiquer l'adresse email et que les personnes qui se sentent concernées prennent l'initiative elles-mêmes de venir nous contacter. Il n'y aura aucun problème pour qu'on communique ça. Du coup, c'était important quand même de souligner que ça existe, que les gens ne sont pas seuls. C'est surtout, je continue à chercher des médecins bienveillants parce qu'il y en a plein. Il y en a. Et en fait, il suffit de se parler entre patients pour les trouver. Il suffit d'aller voir un autre avis, tout bêtement. De communiquer entre... moi, je pense que déjà, dans le cercle du Téléthon, de communiquer entre patients, ça, c'est aussi un truc. Exactement, mais surtout ne jamais se réduire à la maladie. Et surtout ne pas essayer de ne pas se sentir seul. Le jour où on se réduit à la maladie, à la gagner, dans ce cas-là, on a deux solutions. Soit la maladie gagne et on est mort au fond d'un lit, soit c'est nous qui avons gagné. Et à ce moment-là, on peut se dépasser. Donc, on a des cuillères, attention. Vous connaissez la théorie des cuillères ? Non. C'est hyper important pour les malades, la théorie des cuillères. On a moins de cuillères que les gens qui n'ont pas de pathologie. Donc on a très peu d'énergie. Cette énergie, il faut savoir la mettre au bon endroit. Moi, je l'ai mise dans l'art, dans la musique, dans la peinture, dans le dessin, dans plein de choses, en réalité. Mais beaucoup dans l'écriture également. Trouvez ça. Trouvez un sens. Et ne vous arrêtez jamais de suivre cette recherche de sens. S'écouter. Exactement. Voilà. Et surtout de les contacter pour me donner vos témoignages. Le message est passé. Voilà, parce que je sais que vous êtes nombreux. Et un grand merci à tous les médecins qui font du bon travail, du vrai travail de médecine. Merci. Et en tout cas, un grand merci à toi pour ce témoignage. Je pense qu'il était quand même assez bouleversant. C'était assez fort. C'était assez fort. Je crois qu'on n'était pas préparé sur le plateau. Ça change un petit peu, mais je pense que c'est aussi une réalité du terrain qu'il faut... Il faut pouvoir en parler. On n'en parle pas, en fait.
Je rappelle aux spectateurs, merci à toi Aline. Ouais, merci beaucoup à toi. Avec surtout. plaisir. Je rappelle aux spectateurs qui nous regardent, 36, 37, on est là. Il faut faire des dons. Ça permet aussi de faire évoluer les recherches, de faire évoluer la connaissance, peut-être d'aider aussi certaines structures d'accompagnement. Bien penser aussi que certaines personnes peuvent se sentir seules, pas écoutées ou pas accompagnées. Le Téléthon, on est là aussi pour rappeler qu'on a besoin de vous, on a besoin de ces dons, on a besoin d'en parler. Malheureusement, il se passe tellement de choses dans ce monde, mais si on peut faire preuve de solidarité et de communication, et déjà que d'informer et de faire évoluer les recherches dans ce sens-là, il faut le faire. Je ne sais pas quelle est la suite du programme. Angel, non? Là, il y a le groupe de musique qui va s'installer. Il y a l'autre groupe de musique qui est en train de terminer les répètes. Normalement, il y a une petite vidéo qui va se lancer, peut-être le temps de faire les switches ou pas du tout. On lance une petite vidéo, le temps de faire les switches, le temps de que tout se mette en place. Merci encore Aline. Merci à toi. Et on rappelle, merci à toute cette équipe géniale. Le 36, on rappelle le numéro 37. 36, 37. Merci Michel. Merci à vous. Puis on se retrouve pour la fin de ce Téléthon. 36, 37, on n'oublie pas.